Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy. C'est dans le ventre de sa mère que le petit fœtus commence à construire la vie et la santé du futur bébé. C'est lors de l'accouchement que la colonisation bactérienne de son tube digestif va se produire avec des conséquences pour son développement et sa vie entière. D'où l'importance pour la maman de prendre soin d'elle pendant la grossesse, puis de son microbiote et de celui de bébé avec et après l'accouchement. Et pour aider les mamans et en réalité la totalité de nos auditrices et auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau un ami fidèle de Réfoy, le grand expert, l'un des grands experts du microbiote, l'ex-flore intestinale, le docteur William Bérébi. Bonjour docteur. Gastro-entérologue et pathologue, déjà auteur de plusieurs ouvrages à la fois scientifiques, pédagogiques, pratiques, dont Médecine microbiotique, soignez tous vos maux grâce aux probiotiques que vous étiez venu présenter l'année passée. Et vous nous proposez dans votre petit dernier, votre futur bébé en pleine santé chez Marabout, vos recommandations pour offrir à bébé les meilleures chances de naître en bonne santé, puis de le rester grâce à l'équilibre, la stabilité et la variété de son microbiote, sa garantie santé. C'est l'heure de l'entretien. Bonsoir docteur Serge Rafale, un Bonjour. ancien beau bébé. Bonjour Nicolas. Est avec nous et voilà, c'est le début de l'entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Bérébi, bonsoir, bonjour. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau dans notre magazine. Vous nous proposez effectivement un ouvrage indispensable pour la santé de la maman et de bébé, au sous-titre explicite, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote. Il y a à présent un lien avéré entre bonne santé et bon microbiote? Oui, tout à fait. Alors l'idée de ce livre m'est venue d'une patiente qui m'a consulté expressément parce qu'elle devait accoucher par césarienne, avait reçu beaucoup d'antibiotiques et m'a consulté pour me demander comment faire pour atténuer l'impact de la césarienne et des antibiotiques pour son bébé à venir. Et de fil en aiguille, comme lors des interviews, je disais, bah oui, on constitue notre propre microbiote par voie basse lorsque la maman accouche par voie basse, on le récupère à la naissance, puis par césarienne différemment. J'avais dit, c'est bien, mais maintenant, il faudrait peut-être expliquer aux femmes enceintes comment faire pour léguer le meilleur microbiote possible. Et c'est comme ça que l'idée de ce livre m'est venue. Le microbiote intestinal, ça reste le pivot central de la santé. On l'a dit, mais comme ça a beaucoup évolué, je vous repose la question. Tout à fait, ça a évolué d'ailleurs sur la quantité, puisqu'on parlait de 100 000 milliards, maintenant c'est 39 000 milliards de bactéries. On parlait plutôt Il y a une déflation. Voilà, il y a une déflation. Le poids aussi, il a été réévalué par l'INSERM de Nantes, et il est en réalité à 200 grammes. Bon, ça c'est les techniques qui évoluent, c'est un peu normal. Oui, mais on est passé quand même de 2 kilos à 200 grammes. En effet. Mais là, bon, maintenant c'est sûr. Mais on change plus. Donc oui, c'est le pivot, c'est-à-dire imaginez en fait 39 000 milliards de bactéries, donc 39 000 milliards d'ordinateurs microscopiques qui sont dans l'intestin, donc intestin grêle et côlon, et qui pilotent, qui gouvernent, qui commandent en fait le reste des organes du corps humain. On a parlé de révolution du 21e siècle, ça reste le cas? Ah oui, complètement. Bah, ça se confirme tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, de nouvelles publications de chercheurs nous démontrent à quel point le microbiote intestinal commande le reste et à quel point la santé humaine, en fait, est sous la dépendance de cet organe qui a été trop longtemps méconnu. Les bactéries intestinales, longtemps, c'est l'ennemi à abattre, souvent par des antibiotiques. Et là, maintenant, c'est à privilégier absolument. En fait, la notion de bactérie, si vous voulez, une bactérie, c'est pas pathogène. En fait, contrairement à ce qu'on pensait. On a pensé longtemps que les urines étaient stériles, que les poumons étaient stériles, que le placenta est stérile. On sait aujourd'hui que c'est faux et que tous ont un microbiote On a spécifique. Du mal à imaginer qu'une bactérie puisse être amie de la santé. Eh bien, pourtant, c'est le cas. Et en fait, les bactéries pathogènes, elles se développent justement en cas de dysbiose, en cas de déséquilibre du microbiote, qui peut être intestinal, puisque c'est le pivot, mais aussi au niveau de la peau, etc. Et donc, en fait, si vous voulez, les bactéries pathogènes ne se développeraient pas dans l'absolu si tout était linéaire et si le microbiote intestinal restait équilibré tout au long de la vie, ce qui est évidemment impossible. Vous pouvez nous faire un tout petit rappel sur le microbiote, parce que pendant très très longtemps, on pense qu'il n'y a même pas de bactéries, qu'il n'y a que des bactéries pathogènes dans l'intestin. Et je crois depuis le génome, les travaux s'accumulent. Alors, on sait depuis longtemps, depuis Mekhinov qui a étudié
les yaourts et les produits laitiers en Bulgarie qu'il y a une flore. Et les Bulgares étaient améliorés en termes de santé. Ceux qui consommaient des produits laitiers fermentés avaient une meilleure santé que les autres. C'était la première fois... C'était eux les centenaires. Voilà, exactement, de l'époque. C'est la première fois qu'un médecin, un chercheur s'est dit il se passe quelque chose à ce niveau-là. Après, il a fallu attendre un certain temps parce qu'on savait quelle était l'existence de ce microbiote, mais on ne connaissait pas sa composition exacte. Il a fallu attendre 2008, donc c'est quand même très récent. Ça a fait un peu plus de 15 ans, avec la métagénomique, puisque on sait qu'on ne peut pas cultiver toutes les bactéries. 80% environ ne sont pas cultivables. Parce que elles sont anaérobies, c'est ça. Elles ont besoin de. C'est ça. Elles n'ont pas besoin des milieux très difficiles de culture qui fait qu'on ne peut pas identifier toutes les bactéries, toutes les espèces du microbiote. Et la métagénomique, ça a été une révolution puisque ça a permis de casser en fait les bactéries, de récupérer l'ADN et de constituer ainsi la composition du microbiote, des différentes espèces, etc. Technique de police scientifique, quasiment. Quasiment, mais on peut saluer la France, puisque l'INRAE est aux premières loges dans le développement de cette métagénomique. Alors, il y a plusieurs microbiotes ? Oui, il y en a plein. Il y en a 6 actuellement vraiment individualisés. Il y a donc l'intestin, bien sûr, il y a les poumons, il y a le vagin, il y a la peau, il y a les yeux, et la bouche. Donc ça, c'est les 6 qui sont vraiment des entités dans lesquelles on connaît la composition exacte et le nombre, la quantité et les espèces. Voilà, il y en a 6. En fait, il y a un microbiote dans tous les organes en réalité, y compris dans le cerveau. Le cerveau, on pensait lui aussi qu'il était stérile. On sait aujourd'hui qu'il y a des bactéries bénéfiques dans le cerveau et que les bactéries, elles passent dans le cerveau à partir de l'intestin. Ce qui explique le lien, notamment, ça passe pas que par le nerf vague, puisqu'il y a des fragments de bactéries eux-mêmes qui passent via le sang dans le cerveau. Et donc, ça explique notamment le rôle dans les maladies neurogénératives comme la maladie de Parkinson ou dans la maladie d'Alzheimer. Que voulait dire le terme, le microbiote deuxième cerveau ? Alors, deuxième cerveau, c'est qu'en fait, à un moment donné de ma réflexion, si vous voulez, je me suis dit, OK, le cerveau, le système nerveux central, il sert à penser, à avoir des émotions, etc., à ressentir. Mais celui qui gouverne vraiment la santé humaine, c'est pas le cerveau. Et qui décide, c'est vraiment l'intestin. Et donc, c'est pour ça que si on prend le mot cerveau au deuxième degré, pour moi, c'est le premier cerveau. C'est important que la sérotonine, qui est un des principaux neurotransmetteurs, les médicaments sont des IRS, des inhibiteurs de la sérotonine. Antisérotinergique. Antisérotinergique. Est fabriquée à 80-90% dans l'intestin ? 90% par l'intestin. Rien qu'avec ça, si vous voulez, cet exemple montre bien que tout se passe au niveau de l'intestin et que on sait aujourd'hui que plein de troubles mentaux, donc j'en ai parlé de 2, mais il y a aussi l'autisme, il y a les troubles de l'humeur, il y a l'anxiété, est dirigé, en tout cas en grande partie, par ce qui se passe dans l'intestin, dans le microbiote intestinal. Et donc, en cas de dysbiose, donc de ce fameux déséquilibre, vous allez avoir une baisse de la sérotonine, qui est un peu l'hormone du bonheur, vous allez avoir une augmentation du cortisol, qui est l'hormone du stress, notamment. Donc en fait, quand vous avez une dysbiose, il va y avoir des impacts à distance sur le cerveau, et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct et qu'il y a des moyens d'agir aussi sur le cerveau et sur l'intestin en même temps via les psychobiotiques, les fameux psychobiotiques. Les acteurs sont en place. On va maintenant parler évidemment de votre ouvrage, donc de la grossesse puis du rôle de l'accouchement pour permettre à bébé, comme l'a dit Nicolas, de rester en bonne santé. Vous dites que le destin microbiotique de bébé commence le premier jour de la grossesse et pas le jour de sa naissance. C'est ça. Donc si vous voulez, ça c'est une approche tout à fait novatrice puisque je ne l'ai pas vu traité dans aucun livre au niveau international. Et si vous voulez, à un moment donné, j'ai su que tout commençait à agir de la vie du fœtus, y compris l'obésité, qui est un fléau mondial. Et donc, plutôt que de vouloir lutter à partir de 5-6 ans, quand les enfants prennent du poids, pour rappeler que les enfants et les préadolescents, il y a 18%, 16 chez les garçons, 18 chez les filles, d'obésité, aujourd'hui en France, eh bien en fait, on sait aujourd'hui... Et près de 50% de la population. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est énorme. Et plutôt que de vouloir se battre, entre guillemets, plus tard, il faut agir dès de la vie du fœtus, puisque dès le microbiote intestinal de la maman va avoir un impact sur le développement du fœtus en fonction de ce qu'elle mange, de ce qu'elle consomme, etc., etc.
Comment se fait la transmission au nouveau-né? Vous évoquez un paramètre primordial, c'est la première fois que je le voyais, les 1000 jours. Tout à fait. C'est donc la grossesse et les 2 ans qui suivent. Et donc, en fait, en gros, tout va se façonner pendant cette période-là. C'est-à-dire que si la grossesse se déroule bien, que vous avez une maman, et c'est l'objet de ce livre, qui utilise tous les outils, notamment alimentaires, pour transmettre un bon microbiote. Et que dans les 2 ans, il ne se passe pas d'événements négatifs type prise d'antibiotiques ou une alimentation déséquilibrée, eh bien, on va arriver à la fin de ces 1000 jours avec une situation qui va être bonne, avec un microbiote, un socle microbiotique qui va être bon, une empreinte microbiotique, et qui va faire que l'individu, le futur individu, pourra se défendre contre les maladies beaucoup mieux. On va parler juste après de l'alimentation de la femme enceinte, mais je voudrais immédiatement qu'on évoque l'accouchement. Vous avez parlé de l'accouchement par voie basse, une différence dans le microbiote entre un accouchement par voie basse et l'accouchement par césarienne. Voilà. Alors il faut rappeler que le placenta, en fait, il n'est pas stérile, ni le liquide amniotique, et on sait aujourd'hui qu'il y a des bactéries bénéfiques qui viennent de l'intestin de la maman et qui vont passer donc dans le fœtus et qui vont en quelque sorte servir de starter au développement de son microbiote intestinal lorsqu'il va naître et qui va jouer un rôle dans l'immunité. Donc ça, c'est une notion tout à fait nouvelle également. Alors, effectivement, voie basse, tout le monde connaît. Césarienne, il y a des différences évidemment, puisque au lieu d'avoir ce que j'appelle le socle microbiotique dès la naissance, il va falloir en moyenne 3 ans pour que le bébé, puis nourrisson, développe un microbiote intestinal à peu près mature. Et donc, les conditions de l'accouchement sont très très importantes. Alors, comment se passe cette transmission là, du microbiote? Comme il n'y a pas, évidemment, comme le bébé ne récupère pas le microbiote rectal, vaginal de la maman, ça va être par la peau, donc par les tétés, par le biberon, par l'air respiré. Donc la maman, elle est au premier rang, évidemment, puisque c'est elle qui donne la tétée lorsqu'il y a un allaitement maternel. Donc en fait, là, du coup, il va récupérer des bactéries, mais par une voie extérieure, et il va ensemencer son intestin à partir de ces bactéries-là, via la bouche, etc. Et c'est comme ça que ça va se constituer. Mais il va falloir du temps, évidemment. À la fois du temps, et surtout, vous donnez des chiffres là, qui sont impressionnants. Vous dites que le risque d'allergie alimentaire est augmenté par l'accouchement par césarienne, et surtout le surpoids et l'obésité. Tout à fait. Il y a 3 risques, en fait, à la césarienne. 3 impacts. Il va y avoir l'obésité qui est augmentée, il va y avoir l'asthme qui est augmenté, et il va y avoir les allergies alimentaires. Et donc là, on rejoint à ce stade, si je puis dire, la médecine microbiotique, puisqu'aujourd'hui, on dispose d'un probiotique qu'on peut donner au nouveau-né pour réduire le risque d'allergie alimentaire quand sa maman en a elle-même. Donc ça, c'est d'ores et déjà. Un probiotique ou un prébiotique? C'est un probiotique. Voilà. Alors un probiotique, ce sont des bactéries vivantes, bénéfiques. C'est en général des bifidobactéries ou des lactobacilles. Et donc, en ensemençant en quelque sorte le microbiote, on va améliorer son microbiote dans l'instant T, et en l'occurrence, dans la lutte contre les allergies alimentaires. Et les prébiotiques, c'est ceux qu'on mange, c'est-à-dire les fibres, donc légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, les graines, etc. Et dans ces fibres, il y a des prébiotiques qui sont, comme l'inuline par exemple, qui sont des substances dont se nourrissent nos bactéries intestinales. On parle parfois de symbiotiques. Symbiotiques, c'est l'association des deux, c'est ça? C'est l'association des deux. Donc il y a des produits qui existent qui sont présentés comme symbiotiques, des gélules, mais en fait, en réalité, je ne vois pas tellement d'intérêt, puisque les prébiotiques, c'est une alimentation saine, et les probiotiques, c'est des gélules. Donc, vaut mieux manger sainement et apporter les prébiotiques par cette voie-là que par le biais d'une gélule, que je préfère utiliser en termes de probiotiques. Mais il y a également des postbiotiques qui ont un rôle fondamental. Donc ça s'appelle le métabolome, c'est-à-dire, alors là, on est à peu près, on connaît à peu près bien, on connaît bien la composition du microbiote. Par contre, il y a dans les substances que fabriquent les bactéries, il y a énormément de choses qui bougent. Donc c'est ce qu'on appelle le métabolome. C'est des acides gras à chaîne courte, notamment, et qui sont fabriqués, en fait, par les bactéries sous l'effet de l'alimentation, justement, donc des fibres, et sous l'effet de l'activité physique. Et donc, ces postbiotiques vont avoir une action sur la santé, notamment sur l'obésité, ont des vertus également anticancéreuses, etc. Alors, dans un des chapitres de cet ouvrage, vous prodiguez évidemment des conseils et des commandements alimentaires, mais centrés sur le microbiote. Alors,
Il y en a 10 pour vous. J'aimerais que vous nous les synthétisiez parce qu'on ne va pas avoir le temps de traiter les 10. Qu'est-ce qui est le plus important pour la femme enceinte? Ce qui est très important, c'est premièrement de consommer suffisamment de fibres prébiotiques. Donc, ça veut dire 30 grammes de fibres par jour. C'est-à-dire, en gros, ça va faire 150 à 200 grammes de crudités, 200 grammes de légumes cuits, de fruits, et puis 100 grammes de céréales complètes ou de légumineuses tous les jours. Plus des graines de lin, graines de chia. Voilà, ça c'est la base, si vous voulez, pour avoir un apport de prébiotiques suffisant. Sauf que la population générale n'est pas très très légumineuse, n'est pas très très céréale, absolument. Pas très très fruits et légumes, même nos 5 fruits et légumes, peu de gens, enfin... Voilà, ça c'est un problème, puisque effectivement, vous avez raison de le souligner, 89% de la population est en dessous de ce seuil de 30 grammes de fibres pures, et ce qui veut dire que ça participe évidemment au développement de l'obésité et du diabète. Deuxième volet, si vous voulez, il y a évidemment les aliments ultra transformés, qui sont une catastrophe, puisque on sait que, notamment, ils favorisent le risque d'accouchement prématuré, et ces aliments ultra transformés vont favoriser évidemment une dysbiose dont va hériter le bébé, et notamment une dysbiose de l'obésité, justement, c'est-à-dire une dysbiose qui va favoriser la prise de poids par la suite. Vous avez le sucre qu'il faut réduire, parce que là aussi, la moyenne des sucres ajoutés en France, c'est environ 100 grammes. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la femme enceinte en consomme encore plus. C'est-à-dire un Français moyen... Une petite douceur. Voilà. Donc, elle est au-dessus de ces 100 grammes, alors que la recommandation, c'est 25 grammes, c'est-à-dire 4 fois moins. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, que le sucre, si vous voulez, il va avoir un impact sur le quotient intellectuel de l'enfant, puisque ça agit sur l'hippocampe, et qu'un excès de sucre va donc pénaliser l'enfant sur son développement neurologique et sur ses facultés. Vous expliquez qu'il faut éviter les fruits et légumes les plus contaminés. Donc, vous donnez la liste. Alors, on est un petit peu surpris sur les... Malheureusement, il y en a partout. Il y en a partout. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous dites, vaut mieux des légumes les moins contaminés. Alors, il y a l'asperge, la betterave, le concombre, le maïs, les patates douces. C'est ça. Puis des fruits, l'avocat, la banane, la figue, le kiwi, la mirabelle. Voilà. Donc, effectivement, dans ce livre, je décline un peu les principaux aliments qu'il faut consommer, qu'il faut privilégier en tout cas en termes de légumes, fruits, puisque les pesticides, eux aussi, quand la maman en mange, son bébé en mange aussi. Donc, elle partage tout. Et les pesticides, on sait que ça joue un rôle dans la régulation hormonale, et ça modifie notamment la répartition graisseuse chez le fœtus, et donc ça va favoriser là aussi la prise de poids. Vous conseillez bien évidemment du bio? Voilà, du bio, ça réduit quand même de 80-85% les pesticides, donc c'est très important d'avoir ce réflexe-là, même si c'est un peu plus cher. Si on doit le faire, si vous voulez, d'une façon globale, il faudrait le faire tout le temps, idéalement. Il y a le problème du coût, donc tout le monde ne peut pas le faire tout le temps, évidemment. Mais s'il y a bien un moment où il faut le faire dans sa vie, pour la femme, c'est pendant la grossesse et l'allaitement. Le plein de bons nutriments, alors vous insistez en particulier sur les vitamines, donc l'importance de la vitamine B9 et de la vitamine D. Tout à fait. Alors la vitamine B9, qu'on appelle également folate, sert au développement du système nerveux et évite les malformations du tube neural. La vitamine... On l'a commencé bien avant la grossesse. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas trop de problème en France sur la vitamine B9, c'est supplémenté d'une façon adaptée. Par contre, la vitamine D, il y a un problème, puisqu'aujourd'hui, les protocoles dans les maternités, c'est 100 000 unités au 7e mois. Or, on sait que, en faisant cela, 12% des nouveau-nés sont carencés en vitamine D. Et donc, en fait, les recommandations les plus pointues, c'est pas ça, c'est une dose tous les mois pendant la grossesse. Parce que je détaille dans le livre. Vous évoquez les complications. Vous dites une carence avant la 22e semaine peut entraîner prédictif d'une prééclampsie, qui est quand même un incident grave. Exactement, prééclampsie, accouchement prématuré, hémorragie même de la délivrance, etc. Donc, c'est un vrai problème. Donc, chez la maman, et pour le bébé qui fera, s'il est carencé en vitamine D, l'enfant fera plus de caries, par exemple. Donc je dis dans le livre, si vous voulez éviter d'aller chez le dentiste, pensez à votre taux de vitamine D pendant la grossesse. Et parmi les minéraux, vous insistez beaucoup sur le fer. Voilà, le fer, il faut en prendre ni trop ni pas assez. Il faut qu'il soit dosé au moins une fois pendant la grossesse. Et si la maman est carencée, puisque le fer va être consommé quand même d'une façon importante par le fœtus,
Donc là, il faut veiller à ce que le fer soit dosé, et la ferritine surtout, et supplémenter la maman en cas de besoin, et puis manger d'une façon adaptée pour avoir un apport de fer suffisant. Vous insistez beaucoup sur l'alimentation. Vous dites les compléments alimentaires, ils ont peu ou pas d'intérêt. Absolument, absolument. Donc ça, c'est l'un de mes chevaux de bataille, comme vous savez. Autant la vitamine D a un intérêt, autant les oméga 3 ont un intérêt, donc notamment chez la femme enceinte, puisque beaucoup de femmes enceintes sont carencées. Et les oméga 3, c'est important, notamment la DHA, qui est celle qui vient du poisson, dans le développement du système nerveux du fœtus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je conseille donc de supplémenter avec un protocole dédié dans mon livre en oméga 3. Mais les compléments alimentaires, c'est un énorme marché, si vous voulez, que je dénonce clairement. Je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a des milliers et des milliers de compléments alimentaires qui ne servent à rien, qui peuvent être toxiques d'ailleurs, puisqu'il y a une liste de centaines de produits toxiques. Et en fait, je vais prendre l'exemple de la spiruline, par exemple. La spiruline, oui, vous n'aimez pas la spiruline. Ah, j'aime pas j'aime pas tout ce qui fait du mal au corps humain, si vous voulez, à mes patients. En l'occurrence. La spiruline, c'est quoi? Ça va pousser dans des lacs qui sont souvent très gorgés en métaux lourds et en pesticides. Et donc, en fait, il faudra en prendre des quantités industrielles pour avoir un apport de fer suffisant, puisque c'est vendu pour donner du fer et booster, etc. Donc, il faudra en prendre une quantité stratosphérique pour que c'est un apport de fer vraiment utile. Et il y a des risques pour le fœtus, puisqu'il y a des métaux lourds. Donc, en fait, si vous voulez, en voulant prendre quelque chose qui, soi-disant, fera du bien, en fait, on envoie à la maman consomme un produit toxique pour son bébé. Je voulais, pour terminer cet entretien, on va manquer de temps, mais on en parlera pendant la discussion, on y reviendra. Je voudrais que vous disiez un mot sur l'allaitement. Tout à fait. Alors l'allaitement, c'est une vraie question centrale, puisqu'il y a eu des périodes dans l'histoire où les femmes allaitaient beaucoup, puis moins, puis à nouveau un peu plus. Mais la problématique qui se pose, c'est que les femmes, quand elles sortent de la maternité, un peu plus d'une sur deux allaitent, mais que 2 mois plus tard, il n'y en a plus qu'un tiers. Or, l'allaitement, il a des vertus énormes, puisqu'il va diminuer un certain nombre de pathologies. Donc ça va être les diarrhées virales, à rotavirus notamment, ça va être l'asthme, ça va être l'eczéma. Ça peut même diminuer l'intolérance au gluten, la fameuse maladie cœliaque, chez la femme qui est elle-même cœliaque. Et ça diminue l'obésité, quand même, un chiffre à retenir, 22% en moins si vous avez un allaitement de 6 mois. Donc c'est quand même considérable et c'est un vrai atout, en fait, pour la maman. Alors évidemment, il n'y a pas d'injonction et chacun fait ce qu'il peut, chacune, mais faut savoir, et c'est ça l'information, si vous voulez, c'est pas de prendre parti, c'est d'informer, c'est de dire qu'effectivement, c'est un atout pour le bébé si la maman peut allaiter pendant 6 mois. Voilà, on a compris que la transmission d'un bon microbiote à bébé était un gage de bonne santé. Et on va se retrouver en deuxième partie. On a compris qu'il fallait manger des asperges, bonnes pour la santé. Ces délicieuses, tiens, je vous fais du Marcel Proust là, ces délicieuses créatures qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leur farce poétique et grossière comme une féerie de Shakespeare à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. Quel poète. Comment parler mieux des asperges que ça? C'est magnifique. Magnifique. Allez, on se retrouve en deuxième partie. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Et on prolonge la discussion en deuxième partie avec le docteur William Bérébi dans Réfoy, votre futur bébé en pleine santé, l'ordonnance grossesse pour lui transmettre un bon microbiote. Les asperges, c'était un peu long, hein, docteur Serge Rafal, la phrase de Proust quand même. Non, pour parler des asperges. Ah oui, c'était beau. C'était beau. Bah oui, oui. Docteur Bérébi n'allait pas parler de la madeleine avec ce qu'il nous a dit sur le sucre. Non, la madeleine, c'est un peu sucré, même dans l'infusion de tilleul. Est-ce on a compris le rôle de l'intestin, et notamment l'intestin grêle, là, en première partie. Non, le côlon. Colon en number one. Et... On ne peut pas vivre sans l'intestin, sans l'intestin, mais on peut vivre sans le côlon. C'était la question que je voulais vous poser. Tout à fait. Donc l'intestin grêle, en fait, donc il y a moins de bactéries, il y a moins de microbiote dans l'intestin grêle que dans le côlon, mais on ne peut pas vivre sans. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui absorbe en fait tous les nutriments, les protéines, les glucides, les lipides, etc. Donc si on n'a plus de grêle, on ne peut plus absorber les aliments et donc on dépérit évidemment. Alors il y a des transplantations d'intestin grêle qui ont été tentées, pour l'instant avec un succès relatif. Heureusement, la nature est bien faite puisque les cancers de l'intestin grêle sont très rares, voire exceptionnels, et que les cancers siègent dans le côlon. Et justement, il se trouve que le côlon, on peut l'enlever et vivre sans. Donc c'est quand même bien fait. Il y a des inconvénients, docteur Bérébi, à une colectomie, par exemple, les patients ont des symptômes. Bien sûr. Alors, tout dépend de la colectomie qu'on fait, si c'est une colectomie segmentaire ou totale, et si on conserve ou pas le rectum. Des fois, il faut enlever le rectum également. Bon. Quand il n'y a plus de côlon, plus de rectum, c'est compliqué en termes de continence, etc. Donc, on va aider le patient pour qu'il ait une qualité de vie quand même satisfaisante. Sans côlon et en rectum restant, ça va, il y a une adaptation puisque le côlon a comme principale fonction en fait d'absorber l'eau. C'est lui qui fait qu'on n'a pas la diarrhée en fait, puisque l'eau est absorbée dans le côlon, donc vers la fin. Et donc, il va y avoir un phénomène d'adaptation puisque le corps est bien fait et l'intestin grêle qui est à côté va justement lui aussi essayer d'absorber l'eau. Et donc, globalement, et on va aider le patient avec différents traitements. Donc, on peut vivre sans côlon, avec une qualité de vie correcte, sans côlon et rectum aussi, mais c'est plus compliqué. Et quand il y a une résection, et intestin grêle, on ne peut pas vivre sans. Alors, vous avez dit en première partie, vous avez eu un propos, oui, qui peut paraître alarmant. À J1, tout semble ou tout peut paraître joué un peu... Alors non, pas joué, justement. Et c'est tout l'objet du livre. C'est-à-dire que le travail, entre guillemets, de la maman entre J1 et la délivrance, est capital. C'est-à-dire que si on veut que son bébé... il ait une lutte contre les allergies, l'asthme, l'obésité, etc. Vous avez deux cas de figure. Une maman qui va ne pas faire attention et consommer des aliments ultra transformés. On a l'impression que ça se joue même avant J1, alors dans la manière dont la maman... Oui, alors là, on a moins de data, évidemment, sur avant, puisqu'une femme, par définition, on ne sait pas à quel moment elle voudrait être enceinte. En revanche, on les a à partir du début de la grossesse. Donc, en effet, vous prenez deux destins microbiotiques, une maman qui va pas faire attention du tout, avec tout ce que je donne comme conseil, et une maman qui va suivre ses conseils. Eh bien, vous allez avoir deux bras, avec dans un cas, un bébé qui va naître armé contre l'obésité, l'asthme, les allergies, etc. Et même au niveau développement du cerveau, puisque, comme je disais tout à l'heure, le sucre, l'aspartame, tout ça, ça a un impact sur le cerveau et sur le quotient intellectuel. Donc, c'est assez dément de se dire que aujourd'hui, ce message-là, si vous voulez, qui est quand même très nouveau, de dire, voilà, ce que la maman va faire pendant sa grossesse va véritablement changer le destin santé de son enfant. Et c'est ça l'objet de ce livre. Le café, le thé, l'alcool ? Alors l'alcool, moi je conseille 0, sauf une flûte à un moment exceptionnel. Pourquoi ? Parce que on sait qu'à partir d'un verre, il y a des conséquences sur un verre par jour, il y a des conséquences sur la santé humaine. Hors grossesse, un verre par jour, tous les jours de la semaine, un seul verre augmente le risque de cancer du côlon de 20%. Bon. Donc, chez une femme enceinte qui transmet à son bébé, évidemment, la recommandation, c'est 0. Et on n'a pas de data qui nous disent, une femme qui consomme un seul verre, il ne s'est rien passé. Donc, par prudence, il s'agit de faire ça. Le café, il n'y a pas de problème particulier si on consomme modérément et peu de caféine. Et je conseille une chose qui n'est pas connue, c'est l'expresso. Parce que plus le café est allongé, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, plus il y a de la caféine dedans. Et la caféine, si on en consomme beaucoup, il peut y avoir des impacts, évidemment, par rapport au reflux, le fameux reflux
de la femme enceinte du 3e trimestre. Et il y a eu des études qui ont montré qu'une consommation importante de café chez des bébés qui étaient un petit peu en sous-poids pouvait aggraver son hypotrophie. Donc voilà, donc le café on peut, voilà, Vous avez évoqué l'inuline, donc vous réhabilitez la chicorée. Ah oui, la chicorée bien sûr, elle contient de l'inuline, comme le sirop Diacone par exemple, qui est un sucrant qui est très intéressant. Et vous avez donc cette inuline, c'est un prébiotique, un très bon prébiotique, qui va donc donner du carburant et permettre aux bonnes bactéries de se développer. Alors on a compris ce bol alimentaire, céréales complètes, fruits, légumes, poissons, on en a parlé dans la première... Légumineuses voilà, surtout. Poisson, on réduit un peu. Hein. Il y a certains poissons comme l'oue dorade, c'est 150 grammes par semaine. 2 portions par semaine. Voilà, les recommandations c'est à cause des métaux lourds. Voilà, à cause des métaux lourds. Et par contre, il y a des poissons comme le merlu, par exemple, qui sont vraiment épargnés et que la femme enceinte peut consommer 2 fois par semaine. Donc ce bol alimentaire, pourquoi vous recommandez dans votre ouvrage plutôt Yuka que le Nutri-Score? Yuka, c'est cette application sur laquelle on va vérifier un peu les contenants, les contenus. C'est pas à la place, vous les associez souvent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Si vous voulez, il y a 2 niveaux, c'est 2 strates en fait. Nutri-Score, c'est un accès facile. Alors il a été réévalué récemment, donc il est plus performant, puisque par exemple, avant les sodas, light, enfin D-Light, étaient bien classés, alors que c'est de l'aspartame. Donc là, ils ont été déclassés, par exemple. Donc ça, c'est des évolutions importantes. Mais c'est une vision un peu globale. Bon. Mais tout le monde n'a pas Yuka et tout le monde n'a pas le réflexe de le faire. Yuka, ce qui va apporter de très important, c'est la transformation de l'aliment. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les aliments ultra transformés sont très mauvais pour le microbiote, donc pour la santé humaine, font prendre du poids, et que plus il y a d'additifs, plus les risques augmentent. Alors, il n'y a pas que le poids, il y a aussi des risques de cancer du sein, de cancer du côlon, etc. Donc, en fait, si vous voulez, Yuka, c'est ça que ça apporte, ça va vous donner les additifs, le nombre, et si oui ou non, il y a des additifs à risque. C'est pour ça que moi, je l'utilise systématiquement. Alors, vous étiez venu dans une précédente émission, je le disais dans le sommaire, pour votre ouvrage précédent, Médecine, un de vos ouvrages précédents, Médecine microbiotique, soignez tous vos maux grâce aux probiotiques. Vous nous avez parlé en première partie des des probiotiques et des postbiotiques et des symbiotiques d'une manière générale. Où est-ce qu'on en est? On vous avait posé la question la dernière fois de ce transfert de matière fécale. Est-ce qu'il y a d'autres indications qui apparaissent, qui sont en vue? Alors, déjà, je vais vous répondre par rapport à ce livre, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où des obstétriciens se sont dit, et l'idée n'était pas mauvaise d'ailleurs à la base, de dire on va récupérer un peu de flore vaginale et on va mettre ça sur la peau ou sur la bouche du bébé. L'idée était bonne, sauf que depuis, on sait que c'est pas la flore vaginale qui compte, mais c'est la flore intestinale, première remarque. Deuxième remarque, on sait que en faisant cela, bon, c'est pas suffisant pour vraiment impacter et modifier le devenir microbiotique de l'enfant. Et puis, il y a un risque de le faire, si vous voulez, d'une façon systématique. Parce que imaginez que la maman ait de l'herpès, par exemple. L'herpès, on sait que c'est un virus dormant. Eh ben, vous pouvez transmettre, tout simplement, en mettant un peu de sécrétion vaginale dans la bouche du bébé, lui transmettre l'herpès pour toute sa vie. Hein. Et donc, il n'y a pas de bénéfice aujourd'hui. Hein. On a les datas maintenant de cette technique et on n'a pas vu de bénéfice chez le bébé, chez l'enfant, de cette démarche. Alors, vous parliez du sucre aussi dans cette première partie. Là, dans votre ouvrage, il y a des astuces pour se passer le goût du sucre qui est trop fréquent. Vous donniez le chiffre en première partie. Alors, c'est 100 grammes en moyenne en France, plus chez la femme enceinte encore, puisqu'elle a besoin de se faire plaisir. Et les recommandations, c'est 25 grammes. Donc, on est 4 fois au-dessus. Et un soda, vous dites c'est 6 morceaux de sucre. Quoi. Un soda de 33 c'est énorme. centilitres. Un verre de jus de fruits, c'est 20 grammes. Ouais. Donc, c'est-à-dire, avec un verre de jus de fruits industriel, vous avez... la dose quotidienne. Donc, on est dans quelque chose de stratosphérique en termes de consommation de sucre, dont on connaît les méfaits sur la santé, et notamment chez la femme enceinte. Alors, vous donnez quelques astuces. Se brosser les dents ou mâcher un bonbon à la menthe. Tout à fait. Boire un grand verre d'eau citronnée. Tout à fait. Je le fais. Boire à la place du soda un verre de limonade artisanale. C'est très peu calorique et très peu sucré, en fait, la limonade. C'est des réflexes, en fait, si vous voulez. Moi, j'ai fait beaucoup évoluer mon alimentation depuis que j'ai découvert l'importance du microbiote intestinal pour la santé humaine et donc de la nutrition. Et si vous voulez, c'est des réflexes. On est pavlovien un petit peu aussi, l'humain. Donc, si au lieu de se précipiter sur une barre de céréales ou de chocolat, on se dit, non, quand j'ai ça, attention, c'est des amandes. C'est un thé vert, c'est une limonade ou c'est une pomme, on se programme. C'est un travail aussi de le faire. Il faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez. Si on veut être en bonne santé, il y a des choses, il y a une démarche volontaire.
Je vous recommandais également le jus de tomate. Alors ça, c'est un peu salé, mais... C'est un peu salé, mais c'est pas trop sucré. relativement peu calorique. Ça apporte pas mal d'eau, donc c'est une Le jus de alternative. choucroute, c'est bien. Non, mais ça existe. Oui, ça existe. Bah, c'est plein de bactéries probiotiques, donc les bactéries alimentaires qu'il y a dans la choucroute. De temps en temps, je sais Crue. que le docteur Vladimir Choucroute Mitz crue, fait hein. un petit jus de choucroute le soir à 19h15. Cru, attention, hein, parce que si c'est Ah oui, chaud, cru, ça détruit les bactéries. cru. Infusion de tilleul ou infusion de menthe. Ça, Voilà. c'est bon aussi. Ça, c'est passe bien. l'envie, Tout ça, c'est bien. Il n'y a pas l'impact éventuellement de la caféine. Allez, bah tiens, puisque je le citais, l'homme du jus de choucroute quotidien, docteur Vladimir Pas Mitz, tout ou à fait. Pas tout à fait. Pas Bon, abusé. on va en Pas savoir abusé, plus dans, là-dessus. dans quelques secondes avec la chronique de Vladimir. Radio J. Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Vladimir, bonjour. Alors, comment est-ce Bonjour à tous. qu'on gère la prise de poids pendant la grossesse de la maman et comment est-ce qu'on évite cette obésité néonatale? Alors Des voilà, astuces. nous chirurgiens, nous sommes confrontés au problème du corps en permanence. Et une des remarques que je me suis faite au cours de mon exercice, c'est de voir des femmes enceintes et qui viennent nous voir en disant « Moi, mon destin, c'est d'avoir des gros bébés. Dans ma famille, tout le monde a des gros bébés. » Et elles nous demandent des conseils et on est bien mal en point, nous, pour leur donner. Et c'est un vrai problème de gestion de cette évolution chez ces patientes parce que il y a un changement énorme dans les suites aussi après l'accouchement. Car quand une femme a pris 20 ou 25 kilos au moment de sa grossesse, l'effort pour les perdre est considérable et puis surtout, il peut laisser des séquelles. En plus, ce qui se passe au niveau de l'intestin du bébé doit être très particulier. Alors, je voulais vous demander d'être extrêmement pratique. Est-ce que vous pourriez faire une sorte de programme pour une femme qui vient en disant, voilà, dans ma famille, tout le monde prend 20 ou 25 kilos et qu'est-ce que vous me donnez comme conseil par séquence de 3 mois pour éviter d'arriver à ce niveau? Je voudrais, Dr Beribi, compléter la question de Vlad parce que les expériences qui avaient été faites sur les souris montraient que simplement en transplantant un microbiote de souris qui était plutôt généreuse, on pouvait les faire maigrir. On en est où C'est tout à fait vrai. On sait que lorsqu'il y a une dysbiose intestinale chez la maman, d'obésité, on sait que ça joue un grand rôle dans la transmission d'un microbiote obésité au bébé. Donc, si vous voulez, quand dans une famille, vous avez de génération en génération des gens qui sont en surpoids ou en obésité. Alors, on avait dit avant, c'est la génétique. On sait aujourd'hui que c'est une portion congrue. On avait dit, oui, c'est une transmission de l'alimentation qui est trop grasse, trop sucrée. C'est vrai, ça joue en partie. Mais le microbiote, en fait, vous transmettez un microbiote d'obésité à votre enfant. Donc, une maman qui a cette démarche-là, alors moi je le vois effectivement aussi tous les jours pour les maladies du foie gras, avec des femmes qui me racontent que, oui, elles sont lâchées, et puis des fois, effectivement, comme vous dites, une tradition de gros bébés ou d'être grosse pendant la grossesse. Mais quand une femme enceinte prend 25 kilos, après pour les perdre, eh ben, c'est compliqué. Derrière, s'ajoute éventuellement une autre grossesse, puis après, un peu plus tard, la ménopause. Donc après, en fait, à 50 ans, ces femmes regrettent très souvent de n'avoir pas pris soin de leur poids. Et on sait aujourd'hui que normalement, on prend 12 kilos en moyenne. On rajoute 3 kilos. Le poids idéal, c'est 12 kilos pendant une grossesse. 3 par jumeau, en cas de jumeaux. Donc c'est 15. Alors on va dire 12 plus 3 pour tout le monde. Allez, on va être généreux. Mais 15, c'est un grand maximum. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai voulu développer dans ce livre, c'est justement dire au moment... si vous ne faites pas attention à tous ces leviers-là, le sucre, les aliments ultra-transformés, les pesticides, le bio, etc., eh bien, vous allez vous-même vous pénaliser, puisque vous allez prendre du poids, vous avez légué à votre bébé un surpoids, voire une obésité, et après, pour les perdre, ça va être très compliqué. Et donc, c'est véritablement le destin, si vous voulez. Donc, moi, d'un point de vue pratique, ce que je conseille à ces femmes qui auraient ce type de discours, c'est d'expliquer, en fait, et de dire à quel point c'est mauvais, parce que employons ce mot-là, de prendre beaucoup de poids pendant sa grossesse, aussi bien pour le bébé que pour la maman. Et il y a des leviers aujourd'hui qui permettent de le faire.
Mais pour le faire, il faut comprendre d'abord l'intérêt. Vous avez interrogé Dr Bérébi sur le microbiote précisément de ces personnes qui étaient obèses. Et à un temps, on a imaginé qu'en leur donnant certaines bactéries, la Akkermansia, l'Aphnia dont vous avez parlé, elles allaient perdre très très facilement. Et on vous a senti un petit peu... Alors, bon, la Akkermansia, on ne l'a pas encore vraiment puisqu'il est en forme pasteurisée. Non, si, les probiotiques, moi j'utilise beaucoup l'Aphnia LVIH 4597 pour perdre du poids. C'est un probiotique de précision, c'est-à-dire que ce n'est pas un apport global, c'est un probiotique qui va agir sur la leptine et augmenter la satiété. Et donc, ça marche globalement très bien. C'est-à-dire que les patientes, ça c'était l'objet de mon livre précédent, Mission entre plats, avec un peu d'activité physique, une alimentation adaptée évidemment, parce que si on ne mange pas bien, il ne peut rien se passer, et les probiotiques, elles perdent en moyenne 5 kilos tous les 3 mois, hein, en respectant ça. Alors, il y a évidemment, tout cas est différent. Il y a des femmes qui mangent beaucoup de sucre, il y en a qui m'ont dit c'est incroyable. Il y a une patiente même qui a tellement perdu de poids avec ce probiotique-là, qui bloque la satiété, donc elle a mangé beaucoup moins de sucre, et elle a perdu tellement de poids que quand elle est retournée à son travail, histoire réelle, on lui a dit mais tu t'es fait opérer. Et personne ne l'a cru quand elle a dit non, j'ai juste pris un probiotique. Alors évidemment, ce n'est pas le cas chez tout le monde, hein, tout existe entre 0 et 100, mais globalement, c'est très utile pour la perte de poids. Mais docteur Bérébi, prendre ces traitements, est-ce que c'est possible si on est déjà dans une grossesse qui a 3 ou 4 mois et qu'on a déjà pris un petit peu trop de poids? Est-ce que c'est rattrapable? Je pense que c'est rattrapable avant tout par l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut un peu tirer le signal d'alarme. Si une femme a pris au bout de 3-4 mois 10 kilos, il faut lui dire, attendez, lisez le livre du docteur Bérébi et vous verrez à quel point de changer, arrêter les produits industriels, doser son sucre, etc. Manger beaucoup de légumes. C'est ça la hiérarchie que vous préconisez, c'est-à-dire les aliments ultra transformés. Voilà, le sucre ajout, pas le sucre. Je parle pas du sucre des pâtes, hein, je parle du sucre ajouté. Les produits industriels, moi les patients qui ont une maladie du foie gras, qu'on appelle MASH maintenant et plus NASH, je leur dis c'est zéro produit industriel. Vous n'en achetez plus. Pareil dans les maladies inflammatoires intestinales. Donc en fait, moi j'en consomme plus du tout depuis plusieurs années. Donc si vous voulez, faut le savoir ça. Et c'est vrai que la facilité, c'est d'aller au supermarché, d'acheter ces gâteaux, ces trucs. Mais quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les quantités d'additifs et l'impact sur le poids, ces gâteaux, plats préparés, tout ça, notamment tout ce qui est gâteaux, les gâteaux industriels, les biscuits, les trucs du petit déjeuner, les brioches, etc. On sait que vous n'êtes pas un ami du petit gars avec le chapeau qui fait aïe sur les paquets de gâteaux. Hein. Vous aimez les pancakes, faites-les. Faut cuisiner maison. Vous aimez les gâteaux, il n'y a rien de plus simple que de faire un gâteau. Et donc, d'ailleurs dans les gâteaux, moi je conseille de réduire de 50% la quantité de sucre qui est mise dans les recettes, pour déshabituer au sucre, qui est une drogue, comme vous savez, puisque ça favorise la fabrication de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Donc plus on prend sucré, plus on a envie de sucre. Et donc on peut se déshabituer de cette manière-là. Et ça passe, et ça commence par supprimer les produits industriels. Vous avez une formule de bon sens dans votre ouvrage en disant les gâteaux industriels, c'est pas la peine de choisir bio, le problème n'est pas là. Oui, parce que les produits bio, oui, un légume bio c'est super, un fruit bio c'est super. Par contre bio, si vous achetez un produit transformé, il y a des additifs dedans et des conservateurs par définition. Donc ça revient au même. Donc il y a le vrai bio et puis il y a le bio gadget. Donc légumes, fruits, les œufs, le lait, tout ça en bio, il faut le faire. Mais voilà, donc en fait, si vous voulez, le paradoxe, c'est que en fait, les solutions sont simples dans l'absolu. C'est pas un truc hyper compliqué, c'est-à-dire de se dire, je vais faire attention au sucre, je vais supprimer les aliments ultra transformés. Il faut juste, je pense, puisque c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est comprendre l'impact absolument considérable sur la santé humaine. Et quand on l'a compris, franchement, ça change la vision des choses. Quelle est la vision du chirurgien esthétique que vous êtes, Vladimir, sur est-ce qu'il y a une recrudescence des dames qui veulent retrouver leur corps d'avant la grossesse, qui veulent, c'est un fantasme ou est-ce qu'on peut vraiment y travailler? Quelle est votre réponse à vous? Oui, on a une réponse qui est positive. Et il y a en plus une possibilité de prise en charge par la sécurité sociale de certaines interventions, notamment en ce qui concerne les réductions mammaires importantes, si les seins ont beaucoup grossi, ou bien si le ventre tombe en besace.
et gênent la vie quotidienne. Et puis sinon, ce sont des interventions qui sont considérées comme esthétiques, malheureusement, dirais-je, et que les patients doivent affronter financièrement. Moi, je voulais vous poser encore une autre... Je vous réponds par rapport à ça. Là, on est dans l'esthétique, si vous voulez. Mais quand une femme enceinte prend énormément de poids et qu'elle n'arrive pas à les perdre après, ce qui va se passer, c'est dans le ventre, au niveau métabolique. Donc les conséquences de l'obésité, surtout que vous connaissez, et puis les conséquences en termes de maladie du foie gras. Puisque je rappelle ici que la première cause de cirrhose du foie en France, après l'alcool, c'est l'obésité. Donc, l'esthétique, c'est bien si effectivement il y a besoin. J'ai rien contre, mais en arriver là, c'est qu'on n'a vraiment pas fait attention. Et puis, ça ne résout pas le problème, puisque les dégâts, ce qui se voit, c'est une chose, mais ce qui est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et c'est ça qui fait du mal. Et il y a aussi une préoccupation très importante chez les patientes, c'est la peur que leur enfant soit mal formé. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez en prévention faire une sorte de liste de médicaments, d'aliments qui seraient extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent entraîner ces complications qui sont redoutables et qu'après, pour nous, les interventions ne permettent pas de tout résoudre. Alors évidemment, il y a des médicaments, certains médicaments qui peuvent être tératogènes, mais ça, on va les détecter parce qu'il suffit pour l'obstétricien de vérifier s'il peut donner tel ou tel médicament. Il y a les antimitotiques, par exemple, ou certains immunosuppresseurs, mais ça, c'est à la marge. Vous avez les phtalates qu'on peut retrouver dans certains emballages encore, qui ont un rôle dans les malformations, ça c'est possible. Vous avez aussi beaucoup plus de malformations en cas de carence, on en parlait tout à l'heure rapidement, en vitamine B9. Si la maman est carencée en vitamine B9, donc les folates, je rappelle, c'est dans les légumes et les fruits, eh bien vous avez plus de risques de malformation. Mais on peut doser tous ces éléments Bien sûr, alors la folatémie bien sûr, les oméga 3 aussi, la vitamine D aussi. Donc tout ça, moi je le fais en consultation, en fait c'est dans ma démarche holistique, de prise en charge, je le fais. Et effectivement, on peut les doser. Et il y a aussi les pesticides, puisqu'il y a eu des histoires d'enfants sans bras qui n'ont jamais été vraiment éclaircies, mais avec des pics dans certaines régions absolument étonnants. Donc, on peut se poser la question aussi de contamination naturelle, éventuellement par l'eau dans certaines régions, etc. Alors ça, c'est beaucoup moins contrôlable. Mais en tout cas, consommer les légumes et les fruits bio, avec le moins de pesticides possible, traiter son riz. J'ai mis dans le livre une manière de traiter le riz pour enlever l'arsenic. L'arsenic a été interdit il n'y a pas très longtemps, il y a une 50aine d'années, et c'est dans la terre en fait. Et donc le riz, il y a pas mal d'arsenic. Ça aussi, ça peut être source de malformation. Et il y a des techniques pour enlever l'arsenic du riz que je détaille. Donc oui, il y a des choses à faire pour réduire effectivement ce risque malformatif. Et ça passe donc par une rigueur, on va dire, dans l'alimentation. Alors on l'a compris, c'est la dernière question de ce Réfois, votre futur bébé en pleine santé, le menu idéal, les menus idéaux sur une journée. Ça démarre par le petit déjeuner avec céréales complètes. Céréales complètes, protéines, donc des œufs et un peu de pain complet, par exemple, ou pain de seigle. Et un peu de pain complet, laitage. Laitage, on peut, oui, bien sûr. Si on n'est pas intolérant au lactose. Mention spéciale pour les kéfirs, Alors, chez la femme enceinte, attention à une chose que je détaille, il y a certains fromages qu'il ne faut pas utiliser puisqu'il y a un petit risque de listériose. Donc c'est très rare, mais quand ça arrive, ça peut être embêtant. Donc il faut aller sur des fromages pasteurisés, à pâte dure, pressés, comme le comté, les mentales, où là, il n'y a pas de danger. Mais donc c'est bien d'avoir des produits laitiers puisque ça va apporter aussi de la vitamine D. Et vous dites alors pour le déjeuner, légumineuse en 1, c'était quoi le chiffre? Plus de 80% des gens qui n'en mangent strictement jamais. C'est ça. Donc, dont le pois chiche est un peu le roi, quoi. Voilà, la star, le roi, il y a les lentilles, il y a les petits pois, c'est une légumineuse. Alors c'est pas cher et c'est très bon pour le microbiote. Donc ça c'est une aberration si vous voulez dans la cuisine. En plus c'est bon. Il n'arrive pas, à part auprès d'une population qui aime, qui est peut-être un petit peu plus, un peu plus informée. Les jeunes, notamment les jeunes, mangent très peu de légumineuses. Donc là, il faut faire de l'information. Donc des protéines le midi, viande blanche par exemple, du poisson, et puis on va intégrer un fruit pour avoir des antioxydants. Et donc un yaourt par exemple. Et le soir, repas frugal, Voilà, alors on peut mettre à nouveau des légumineuses, on peut faire une grande salade de crudités avec des légumes cuits, type haricots verts, avec un peu d'épices, type persil, ail. C'est bon pour le microbiote. Et voilà, et on a une alimentation équilibrée, pas trop calorique, puisque je rappelle que l'apport calorique journalier
souvent la question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit manger pour 2 ? Non, en fait, l'apport en plus, c'est 300 kilocalories. En plus des 2000. Donc en fait, il faut des petites assiettes. C'est un peu et plus. Avec mais... le jus de choucroute du docteur Vladimir Mitz, la recommandation santé du jour. Et ben on va se ruer sur votre futur bébé en pleine santé aux éditions Marabout, en poche Marabout. C'est ça. Éditions poche Marabout. 7,50 €. C'est ça. Pour qu'il soit accessible à tous, là, c'était une démarche de santé publique. Il y a eu 678 000 grossesses à terme en 2023. Et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, le frein de 19,90 d'achat d'un livre ne doit pas le constituer. Et toutes les femmes doivent pouvoir l'acheter. Le président nous l'a dit, faites des enfants avec un bon microbiote. C'est ça. Alors ça, c'est moi, mais faites des enfants, c'est lui. Le début, c'était lui, en tout cas. Merci en tout cas, docteur William Bervimi, d'être venu nous parler de votre dernier bébé. Voilà. Merci Vladimir Mitz, merci docteur Serge Rafal, et puis Serge Turpin à la réalisation. Belle semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Merci à vous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.